On va faire la place au docteur Smaan Medjahed, qui est gériatre, chef de service de soins de longue durée à l'hôpital Louis Muret à Sevran, et qui donc va nous montrer comment ils ont pu, dans son service, optimiser la prescription de médicaments donc chez des personnes âgées en réévaluant l'ordonnance au début et avec quelque chose de très, très passionnant, c'est un suivi de plusieurs mois. Merci. Merci. Je vais donc vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée en 2013 dans un établissement de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et plus précisément dans un service de médecine de soins de longue durée. Je dirais que la déprescription, c'est un art. C'est un art du vouloir. Pour déprescrire, il faut le vouloir. Il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi ? Puisque nous avons des garde-fous. Quels sont-ils ? Ce sont les indications des médicaments. Ce sont toutes les règles de prescription. Autrement dit, les règles d'or. Ce sont les principes, certains principes de l'éthique clinique. Par exemple, le principe de bienfaisance, non-malfaisance, le principe de proportionnalité, c'est-à-dire le rapport bénéfice-risque des produits, le principe de futilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour un patient, est-ce que ce médicament, il est important ou pas pour lui, et pourquoi. C'est également le comportement des patients vis-à-vis des médicaments que nous leur prescrivons. Nous devons tenir compte également de la hiérarchisation à opérer pour traiter telle ou telle maladie. Je vais donner un médicament pour telle maladie et je vais ne pas donner un médicament pour une autre. Et pourquoi, etc. Alors, cette étude a été conduite pour 50 patients qui ont été admis en 2013 entre le 1er janvier et le 30 juin 2013. 50 patients ont été admis. Ce sont donc des patients qui ont été admis venant exclusivement du soin de suite et réadaptation du même établissement. Ce sont donc des patients d'une moyenne d'âge de 87 ans qui avaient auparavant été passés par les urgences d'un hôpital, puis un service éventuellement porte, puis un service de court séjour gériatrique, puis un service de soins de suite, puis arrivent en soins de longue durée. Alors, pour chaque médicament, nous avons noté à l'admission, nous avons rempli ce tableau que vous voyez. Pour chaque médicament, le médicament est-il indiqué ? Autrement dit, est-il justifié ? Si oui, pourquoi ? C'est-à-dire, nous avons écrit quelle était exactement l'indication. Voilà. Nous avons pour ce médicament noté si la durée de prescription était adaptée. Nous avons noté si la posologie de ce médicament était adaptée. Et à la fin, nous avons décidé ou non de poursuivre ce médicament. Alors, cette étude a été faite par 2 médecins indépendants. Nous avons pris 1 semaine maximum pour arrêter notre décision à la fin de l'analyse. Oui, donc ça, je l'ai déjà dit. Alors ça, c'était un exemple, par exemple, de bon usage des antiplaquettaires. Quand je vous parlais de règles d'or, c'est-à-dire que nous avons utilisé pour chaque médicament, pour beaucoup de classes thérapeutiques, des indications qui étaient notamment notées dans une revue, dans l'étude de Langue, publiée en 2010. Alors, les résultats de l'étude montrent, là vous avez par classe thérapeutique
le taux d'arrêt. Hein, vous voyez par exemple que 100% des alpha-bloquants à l'admission ont été arrêtés. Vous avez donc les résultats exacts pour chaque classe de médicaments. Vous voyez par exemple que les héparines ont également été arrêtés dans tant de pourcents de cas, les inhibiteurs de la pompe à protons ont été arrêtés dans tant de pourcents de cas. Ah oui, oui, les médicaments. Oui, oui, pardon. À quoi sert oui. Alors les alpha-bloquants, donc, c'était par exemple le Xatral. C'est ça que vous voulez savoir, non? Ah, oui. Ah oui. Ah oui. Pourquoi ces médicaments étaient donnés? Justement, on se pose la question puisque nous les avons arrêtés dans... Justement, nous les avons arrêtés dans 100% des cas. Bon, ce sont des médicaments qu'on donne en cas de rétention d'urine, par exemple, les alpha-bloquants. Voilà. Les inhibiteurs de la pompe à protons, normalement, ce sont des médicaments qu'on donne dans les œsophagites pendant 4 semaines, dans les ulcères gastro-duodénaux pendant 4 semaines, dans les hernies hiatales compliquées, etc., etc. Les antidémentiels glutamatergiques, c'est les Bixa. Donc c'est un médicament qu'on donne, maintenant qu'on donne plus, dans la maladie d'Alzheimer et apparenté au stade modéré à sévère, etc., etc. Oui, ça je l'ai dit, pardon. Alors là, vous avez les résultats pour ce qui concerne les médicaments de la classe cardiovasculaire. Alors là, il est intéressant de noter que les héparines, par exemple, de bas poids moléculaire, ont été arrêtées dans 100% des cas. En fait, ce sont des patients qui sont arrivés avec un traitement par héparine préventive et il n'y avait pas d'indication à les maintenir. Alors, je dois vous dire que les résultats très détaillés de cette présentation ont été publiés dans une revue de neurologie, psychiatrie, gériatrie en 2015. Et là, vous avez vraiment tout le détail de pourquoi ça a été arrêté, etc. Alors, il est intéressant de noter également que les dérivés nitrés ont été arrêtés dans 100% des cas. Les statines, dans 92% des cas. Les diurétiques de l'anse et thiazidiques, dans 50% des cas. Alors après, je pourrais vous dire pourquoi, mais voilà, ça c'est les résultats. Alors, là, vous avez le taux par classe des médicaments qui n'avaient pas de posologie adaptée. Donc, vous voyez, par exemple, les laxatifs, les bêta-bloquants sélectifs, des antiagrégants plaquettaires, des antianémiques, des benzodiazépines, des antidépresseurs, etc. Alors, donc les résultats principaux de cette étude montrent qu'il est possible de déprescrire en toute sécurité. Pourquoi? Puisque au bout d'1 an de suivi, nous avons donc suivi les patients pendant une moyenne de 1 an pour voir si l'arrêt des médicaments avait été suivi ou non d'effet. Il n'y a eu aucun impact négatif au bout de 1 an. Alors, les patients ont exprimé clairement leur contentement. Les patients étaient très contents de prendre moins de médicaments. Les équipes infirmières, notamment, qui dispensent les médicaments, étaient contentes aussi. Il y a eu, alors on peut en déduire que, comme il y avait moins de médicaments prescrits, il y avait donc moins d'effets indésirables de médicaments potentiels, il y avait moins de morbimortalité potentielle, moins de risques d'inobservance, une meilleure qualité de vie, et cette évaluation est maintenant pérenne. Voilà. Et ça, ce sont les règles d'or, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Il vous reste 2 minutes 30. D'accord. Bon. Donc, en 3 diapositives, voilà les règles d'or que nous avons... Allez, 3 minutes, allez. Nous avons constamment cela en tête pour déprescrire.
Y a-t-il nécessité de prescrire un médicament? Le diagnostic est-il juste et complet? Le médicament est-il vraiment nécessaire? Chaque symptôme ne doit pas être pris séparément. Nous réfléchissons bien avant de prescrire des médicaments susceptibles d'avoir des effets indésirables importants. Nous nous fixons des objectifs de traitement. Nous nous y tenons et nous les réévaluons. Nous prescrivons avec des durées de traitement et non pas des durées indéterminées. Nous adaptons la posologie à la fonction rénale, par exemple. Le médicament est-il efficace? Est-il bien toléré? Nous choisissons, j'en parlais au départ, de traiter telle ou telle pathologie et pas une autre. Tout cela dans le cadre d'une alliance thérapeutique avec le patient. Car le patient a aussi son mot à dire. Nous évitons les médicaments inappropriés, ça vous le verrez, c'est la liste de Beer. Les nouveaux symptômes qui apparaissent, nous essayons dans un premier temps de savoir s'il ne serait pas un effet indésirable d'un médicament de l'ordonnance. Avant de traiter le nouveau symptôme, nous n'utilisons des associations que si elles sont logiques, bien étudiées. Nous vérifions régulièrement l'ordonnance du traitement. Nous nous souvenons qu'il est aussi important d'arrêter un médicament que de l'introduire. Nous interrogeons régulièrement le patient pour savoir s'il pratique ou non une automédication. Les patients à l'hôpital peuvent sortir et parfois ils vont en ville et dans une pharmacie puis ils prennent des médicaments. Voilà, ça arrive souvent. Voilà, nous réévaluons l'ordonnance régulièrement. Et là, vous avez quelques références bibliographiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons donc passer la parole à la salle, en sachant qu'à 14h30 précise, il y aura la connexion avec le Québec. Donc peut-être on s'interrompra 2 secondes, le temps de vérifier que tout marche bien. 2 secondes. Qui a des questions? Jean-François? Merci. Jean-François Renard, médecin généraliste. D'abord, je dois vous dire bravo pour votre travail qui est très intéressant. J'espère qu'il va porter ses fruits surtout en amont, puisque c'est le but. Alors, je suis étonné dans votre liste de médicaments de ne pas voir les NACO. Les NACO, les nouveaux anticoagulants oraux. Je suis très étonné parce que bon nombre de personnes âgées sortent et de l'hôpital et de nos confrères spécialistes, en particulier cardiologues, avec des NACO. Et je ne les vois pas dans votre liste. Je suis étonné. Alors, en fait, là, je ne vous ai pas présenté l'intégralité de l'étude. Il y a beaucoup de données qui sont manquantes dans la présentation. Les NACO, nous en avons. Enfin, à l'époque, nous en avions très peu. Ah oui, c'est vrai, c'était en 2010 ou 2013. En 2013. Pardon, je retire ma question. Voilà. Donc nous en avions très peu, c'était surtout des antivitamines K. Voilà. Et là, pour le coup, qui était indiqué, souvent. Bonjour, Simon Ménandez, médecin coordonnateur. Pourriez-vous me rappeler le contexte de votre exercice et établissement? À savoir, les médecins prescripteurs sont-ils à l'acte ou des salariés? Salariés. Est-ce que vous avez une pharmacie à usage interne? Oui. Et est-ce que vos médecins sont seniorisés? Autrement dit, est-ce que vos prescripteurs sont couverts sous un chef de service? Oui. Alors, il y a une pharmacie à usage interne. Les médecins, alors là, les médecins qui participaient à l'étude étaient en procédure d'autorisation d'exercice. Voilà. Donc c'est moi qui, en tant que chef de service, qui les supervisais. Et votre première question, c'était les médecins sont salariés de l'établissement. Absolument, tous. Oui. D'autres questions? Précision, à 14h30, il faudra qu'on projette le film en même temps pour que les Québécois voient le film en même temps que nous. Donc on a juste 5 minutes pour les questions, je suis désolée. Jean-Michel. Michel Nougueret, je suis médecin généraliste installé à Gennevilliers depuis 1976. J'ai
très intéressé par ça, d'autant plus que j'ai beaucoup de patients à Gennevilliers dans un EHPAD. Je voulais savoir si vous aviez répertorié des effets indésirables au fait de déprescrire. J'ai bien vu la liste des effets potentiellement bénéfiques, mais est-ce qu'il y a des effets indésirables des fois? Oui. Alors, là, vous m'interrogez sur l'étude ou en pratique générale? Parce que... Sur l'étude, si vous avez les chiffres, autrement... Parce que sinon, on peut aussi en parler, oui. Alors, dans l'étude, il y a eu précisément 3 represcriptions à 15 jours. Ça concernait deux antalgiques et l'autre, c'était un neuroleptique. En fait, on a été obligé de represcrire 3 médicaments sur les centaines arrêtés, bien évidemment. En fait, parce que nous avons un entourage qui est arrivé a posteriori, qui a demandé à nous rencontrer par hasard et qui nous a dit que son parent prenait ça habituellement depuis longtemps, par exemple un neuroleptique. Nous n'avions constaté aucun effet dans la semaine, aucun effet négatif. Mais comme l'entourage nous a dit que ce traitement-là a été pris depuis très longtemps par le parent, les antalgiques et le neuroleptique, 2 antalgiques, un neuroleptique, nous avons préféré, pour prévenir le risque à court terme d'effets indésirables, nous avons préféré le réintroduire. Voilà, on aurait pu ne pas le faire, mais on a pris le parti de le faire. Oui, bonjour, médecin généraliste sur le 20e, Milena Weinkel. Je trouve votre sujet très intéressant, mais la question que je me posais, est-ce que concrètement, il existe déjà des réseaux ou des référents où nous, médecins généralistes, en ville, pouvant demander de l'aide. J'ai souvent des patients polypathologiques avec soit des troubles psy, soit âgés, voire les deux, et très isolés. Et c'est ceux-là qui sont le plus difficiles à prendre en charge au niveau de la déprescription et le plus anxiogène aussi, où parfois je n'ose pas toucher au traitement parce que je ne sais pas ce que je risque de déclencher chez quelqu'un d'isolé tout seul si je touche à sa benzo, à sa statine, son cardégique. Donc est-ce qu'il y a des référents qui peuvent nous aider, donner des avis, aider à gérer des patients compliqués? Oui, alors moi je dirais que nous, j'allais vous dire, à l'hôpital, c'est presque facile parce qu'en fait, on a les patients sous la main et s'il y a le moindre problème, on peut réintroduire un traitement. Il faut savoir que là, c'est une étude, mais dans la pratique courante, il nous arrive quand même de devoir réintroduire un médicament pour lequel nous avions pris la décision, après toute l'analyse, de l'arrêter. Nous avions été obligés de le réintroduire. Voilà. Mais ça, par rapport au nombre de fois où on arrête un médicament, c'est très à la marge. Moi, je dirais qu'il faut un environnement quand même sécurisé. Alors, soit il faut une alliance thérapeutique avec le patient, c'est-à-dire qu'il est en ville, mais il faut une alliance complète, c'est-à-dire une confiance extrême du patient envers le médecin. Le médecin explique, voilà, nous allons essayer d'arrêter ce traitement qui n'est plus justifié actuellement. Voilà les effets auxquels il faut s'attendre, et puis on se revoit régulièrement, etc. Vous voyez, à l'hôpital, nous, on les a sous la main, j'allais dire, c'est très facile de voir tout de suite les effets. Alors donc, j'allais dire, les références, c'est peut-être des gériatres, peut-être en consultation de gériatrie, peut-être à l'hôpital. Enfin... Oui, écoutez, je suis désolée parce que là, il faut qu'on fasse la connexion avec le Québec. Je suis désolée, on reposera, si vous voulez, je sais qu'il y a 2 personnes qui voulaient poser des questions. Si vous voulez, on vous garde prioritaire pour ensuite. Je suis désolée. C'est vraiment là, on n'a pas le choix. Je vous remercie beaucoup. Donc on va...